Bonsoir à tous. Je suis ravi d'être avec vous ce soir pour pouvoir discuter justement de la durabilité comme performance, parce qu'on a souvent l'habitude d'utiliser des critères très particuliers dans l'automobile pour la performance. Est-ce qu'elle accélère plus vite? Est-ce qu'elle tourne mieux? Est-ce qu'elle freine mieux? Et finalement, on se rend compte qu'avec un peu de recul, c'est peut-être pas ça qui a le plus de sens. Donc moi j'ai commencé par un parcours tout à fait classique. Alors voilà, petite photo de la voiture qu'on développe. J'ai commencé par un parcours très classique, école d'ingénieur et tout ça, à peu près un peu plus de 10 ans chez les grands constructeurs, chez plusieurs constructeurs, et avec l'objectif de toujours améliorer cette performance. Et puis, au bout d'un moment, je suis tombé sur certains chiffres que je vais partager avec vous et qui m'ont fait un petit peu réfléchir. Tout d'abord, la mobilité aujourd'hui dans le monde, c'est 20% de la consommation mondiale d'énergie, 50% de la pollution de l'air en ville. Et ça ne va pas s'arrêter puisque d'ici 20 ans, on prévoit un doublement du parc automobile mondial. Et ça, essentiellement dans les pays émergents, alors qu'aujourd'hui, on produit essentiellement, en tout cas traditionnellement, et c'est en train de se basculer vers les pays émergents, mais plutôt dans les pays occidentaux. Donc ça pose un certain nombre de questions et on se dit, mais est-ce que finalement, on va pouvoir continuer à se déplacer dans les années qui viennent ? Et donc tout ça m'a donné l'envie d'essayer de développer autre chose. Et c'est cette expérience et ce sens que j'ai trouvé à travers ce projet que je voudrais partager avec vous ce soir. Donc bon, la solution qu'on a trouvée, en fait, c'est très simple, c'est qu'en fait, il faut avoir un chiffre en tête, c'est que les 3/4 de la consommation d'un véhicule, c'est son poids. Donc, et une voiture aujourd'hui, c'est 1300 kg. On est 1,2 personnes dans une voiture aujourd'hui. Donc en gros, on dépense de l'énergie à déplacer des carcasses d'acier plutôt qu'à déplacer des gens. Ou en tout cas, on pourrait déplacer des gens avec beaucoup moins d'énergie. Et ça, c'est peut-être une piste de solution pour qu'on puisse continuer à se déplacer dans l'avenir. Donc partant de cette idée, je pars en 2014 avec cette idée en tête et l'idée d'aller vers quelque chose de plus durable. Et donc on développe, j'imagine à ce moment-là, une technologie de châssis entièrement en matériaux composites qui permet d'alléger le véhicule et donc de réduire sa consommation, la pollution et de permettre à tout le monde de continuer à se déplacer. Sauf que en 2014, quand je me lance, donc on va revenir souvent sur ce slide qui est un peu l'histoire de GazelTech. Si jamais je vous le montre comme ça a l'air assez linéaire. Premier proto en 2015, deuxième proto en 2018, 2021 un concept car électrique solaire, super, et puis l'homologation l'année prochaine, c'est top. Mais justement, on va rentrer un petit peu dans tout ce processus et je vais illustrer mes propos aussi bien par la durabilité des solutions qu'on développe que par l'objectif de durer dans le temps et d'être toujours là, qui est l'objectif d'une entreprise de perdurer. Donc en 2014, je me jette à l'eau, je pars avec mes quelques économies et puis une super banane, envie de changer le monde quoi, quelque part. Donc j'y vais, sauf que rapidement, alors études de marché et tout ça, on rentre dans les différents processus, business plan et compagnie. Et puis fin 2014, j'avais déjà bouffé la moitié du chômage, j'avais une petite à l'époque en bas âge, et puis qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de voilà. Je m'accroche, je me dis bon, ça va peut-être démarrer. Et début 2015, coup de bol, il y a un projet collaboratif, le premier prototype que vous voyez là, le rouge, qu'on arrive à rentrer dans ce projet collaboratif pour démontrer l'intérêt de notre technologie de châssis. On part avec des bouts de ficelle, hein, on était, en gros personne ne se payait, on était 3, dont un stagiaire, enfin c'était un peu la galère, mais en 6 mois on arrive à sortir un véhicule et là on se dit on a réussi l'objectif, on fait le tour des salons internationaux et tout, c'est top, voilà. Sauf que, il n'y a personne qui achète. Hein. Donc, on fait quoi ? Et puis, il y a quand même, en fait, on se rend compte que, en participant à un marché international, une foire internationale, qu'on avait essentiellement des contacts dans les pays émergents. Et puis, comme on n'avait pas d'argent, ce proto a été monté dans un garage. Et là, on se dit, mais il y a un problème quelque part parce qu'eux ils veulent fabriquer chez eux, enfin un problème ou une opportunité plus exactement, puisque eux ils veulent fabriquer chez eux. Ils disent c'est super et tout, mais nous on veut fabriquer chez nous. Et nous on fait oui, mais nous on n'avait pas prévu ça, comment est-ce qu'on fait? Donc naît l'idée de dire que finalement si ça avait été
comment dire, assemblé dans un garage, on pouvait très bien reproduire ça de façon un peu plus industrielle et essayer d'être chez eux. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'ils voulaient fabriquer chez eux. Bon, il y a le modèle de la Chine, évidemment, qui a fabriqué, qui est devenu l'usine du monde. Mais en fait, comment dire, le besoin est plus large que ça. Parce qu'aujourd'hui, on a un modèle où on veut avoir des usines qui fabriquent pour le monde entier, qui inondent le monde, et c'est génial. Sauf que ce modèle, il est quand même extrêmement comment dire, optimisé, mais du coup fragile. Et on le voit très bien à chaque crise économique. La moindre comment dire, descente du marché en fait, fait complètement fondre les bénéfices et passer directement dans le rouge l'organisation parce que les coûts fixes sont extrêmement importants. Et donc, l'opportunité de cette micro-usine que vous voyez ici est justement un moyen de remédier à tous ces inconvénients. Pourquoi? Parce que, elle va créer de l'emploi local. Elle va permettre de créer des emplois là où les véhicules sont utilisés. Et ça a vraiment du sens. Le deuxième, c'est que le coût d'installation est 10 fois inférieur à ce qui se fait aujourd'hui dans l'industrie automobile. Et ensuite, on peut l'installer en quelques mois, n'importe où. Donc, c'est une micro-usine à base de containers aménagés qui peut être envoyée par bateau et installée sur n'importe quel terrain. Donc ça a vraiment du sens. Et là, on se dit, on commence à avoir quelque chose qui a vraiment du sens, dans le sens où on a un véhicule qui consomme moins, quelle que soit sa motorisation, et on a un outil de production qui, lui, va être robuste et qui va pouvoir en plus financé par les clients, puisque c'est eux qui vont acheter leur outil de production. Et nous, on leur vend des pièces détachées, on leur apprend à fabriquer ce véhicule et ils vont pouvoir l'assembler. Et l'objectif est même d'aller encore plus loin ensuite, de pouvoir leur donner la possibilité d'adapter ce véhicule et donc de créer des centres de R&D locaux. Donc ça, c'est le plan à long terme. Sauf que, si on revient à notre histoire, et bien en 2015, là, on se dit, bon, on a sorti ce proto, ça va marcher, c'est obligé. Sauf que là, toujours pas d'argent, l'équipe s'en va. Moi, j'ai la pression, on va dire, de rentrer de l'argent pour la famille. Et puis, je me dis, mais est-ce que finalement, ce truc-là, en vaut vraiment la peine, quoi. Et puis bon, du coup, je prends du repos, je me repose et tout ça. Et puis, j'en arrive à la conclusion que finalement, c'est trop con parce que ce serait trop con d'arrêter là, quoi. On a quelque chose qui permettrait de consommer 2 fois moins, que des gens veulent acheter dans les pays émergents, donc à un niveau pas ultra local et tout ça, donc potentiellement avec du potentiel au niveau mondial, quoi. Et donc je m'accroche et là je commence à me dire, bon, j'avais fait le tour de la place bordelaise, personne ne voulait financer et tout ça. Donc je dis, c'est pas grave, j'y vais à la gaufre, je monte à Paris, je commence à faire des salons, des trucs, des machins. Et là, ça commence à prendre. Et on remporte un premier prix en 2016. Et puis on convainc l'accélérateur européen. Et puis là, finalement, avec ces succès hors de notre cadre d'origine, qui était la région bordelaise, et bien finalement, les financiers bordelais se mobilisent et accompagnent le projet. Et donc on réalise une première levée de fonds pour fabriquer notre propre véhicule, le Orange que vous voyez ici. Et donc on rembauche une équipe et c'est reparti pour un tour, quoi. Et là on se dit c'est super, on continue à faire le tour des salons, il commence à y avoir des super contacts, c'est génial. Sauf que le projet prend du retard, c'est plus long que prévu, et puis finalement, la levée de fonds suivante qui permet d'aller jusqu'à l'homologation, on l'a toujours pas, quoi. Et donc, mi-2018, on présente notre prototype, on fait une très belle soirée avec plein de gens qui étaient super enthousiastes et tout ça, et le lendemain, toute l'équipe s'en va. Et là, rebelote. Je me retrouve tout seul. Là, à ce moment-là, j'ai ma femme qui est enceinte jusqu'aux oreilles du deuxième. et je me dis, bon, on fait quoi? Et là, pour le coup, j'avais plus de chômage, j'avais plus rien. Et donc, je me réorganise. On refait les plans avec mon épouse. Et puis, on essaye de voir comment est-ce qu'on peut tenir le plus longtemps possible. Et je me donne une deadline qui est juin 2019. Si en juin 2019, j'ai pas trouvé quelque chose, j'arrête.
Et alors là, c'est assez rigolo parce qu'on est dans une phase où il faut tenir bon, il faut rester motivé, y croire. Et donc, je continue à faire la tournée des salons et tout ça. On remporte un prix de l'innovation par le MIT Tech Review, super. On remporte des prix organisés par une grande entreprise qui fait un voyage en Chine pendant une semaine. Là, on se retrouve dans des situations un peu rigolotes où on se demande, comment dire, on ne bouffait pas depuis 3 mois et puis on est logé au Four Seasons avec le prince Harry, machin truc, et on se dit waouh, qu'est-ce que je fous là? Bref, tout ça pour vous dire que il faut pas lâcher dans ces moments-là et qu'il faut y aller et continuer son bonhomme de chemin sans trop se poser de questions, quoi, finalement. Et là, en 2019, en mars, quelque chose comme ça, je suis contacté avec toute la communication qu'on a pu faire, les prix qu'on a remportés et tout ça, par un inventeur fou et business angel à la fois qui nous dit moi j'ai un super truc, j'ai une bâche solaire qui peut recharger les voitures électriques et ça peut être génial avec votre principe de voiture super légère, et on fait les premiers calculs et tout ça, et on se rend compte qu'on peut avoir une voiture électrique qui aurait 30 à 40 km par jour d'autonomie grâce au soleil. Et sachant que le déplacement moyen des Français c'est 38 km par jour, on se dit c'est génial, on va avoir une voiture électrique qu'on n'a plus besoin de recharger. Et donc il investit, on rembauche l'équipe, une partie, où on en renouvelle une autre partie, et puis c'est reparti. Et donc là, on regagne des prix, et notamment, on a gagné en décembre dernier le prix de l'innovation durable à la COP25, donc ça c'était une très belle reconnaissance internationale. Mais voilà, et on sort ce prototype donc, qui est présenté en février 2020 au Festival Automobile International. Et voilà, et donc là on est maintenant, on va dire, tout va plutôt bien, on est toujours sur la voie de l'homologation du véhicule, on a de plus en plus de sorties et puis des contacts commerciaux qui commencent à se concrétiser. Et donc tout ça pour vous dire quoi? C'est que simplement que la performance, elle vient pas toute seule. Elle vient pas toute seule, et dans les moments durs, en fait, je pense que ce qui permet d'atteindre la performance, c'est le sens qu'on donne à ce qu'on fait. Ça, je pense que c'est hyper important, et le fait d'avoir un projet personnel ou professionnel, ou peu importe dans quel domaine de votre vie, qui a du sens pour vous, je pense que c'est vraiment le cœur de la motivation qui doit dicter vos actes. Alors après, ce sera peut-être un échec dans quelques années, hein, et peut-être qu'on ne deviendra jamais rien, mais n'empêche que voilà, on développe quelque chose et on avance pas à pas. Je pense aussi qu'il faut savoir s'adapter aux différentes opportunités qui se présentent, et savoir suivre le chemin qui se dessine devant vous, même si ce n'est pas celui que vous aviez prévu. Et puis surtout, il faut savoir se reposer, prendre du recul, et pour pouvoir durer, parce que finalement, c'est une aventure de longue haleine. Moi, j'étais persuadé en démarrant que en 2-3 ans, je deviendrais l'entrepreneur à succès de la place bordelaise. Ce n'est pas le cas. Et donc, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'avancer, pas à pas après pas. Et puis, le chemin se dessine en fait au fur et à mesure des opportunités et des contraintes. Et la dernière chose, je pense, c'est qu'il faut vraiment être bien entouré, avec une équipe, avec des gens qui vous soutiennent dans les projets. Et même si parfois il faut savoir rester focus, et même si vous perdez leur appui, la plupart du temps, c'est absolument nécessaire pour avancer. Donc voilà, je voulais partager tout ça avec vous, et je vous remercie pour votre attention.